C'est ça pour dire que vous mangez en direct. Ma voisine et moi. Ma voisine et moi, écrit là-bas, écrit ici. J'écris là-bas, écrit ici. Ma voisine et moi. Tu veux voir? Comme toi, tu n'aimes pas entendre que je suis quelque part et toi, tu n'es pas là. Est-ce que tu aimes alors entendre l'autre là? Hein? Et ma voisine et moi. Ma voisine et moi, est-ce que tu manges la sauce d'arachide? Est-ce que les chiens chics mangent la sauce d'arachide? Est-ce que tu manges la sauce d'arachide? Tu as dit bonjour. Tu as dit bonjour à mes détracteurs et mes abonnés. Est-ce que tu as dit bonjour à mes détracteurs et mes abonnés? Je peux manger. Est-ce que je peux manger? Est-ce que tu as dit bonjour à mes détracteurs et mes abonnés? Est-ce que je peux manger? Est-ce que tu as dit que tu ne manges pas la sauce d'arachide? Ma voisine et moi. Donc bonjour à tous. Je mange un très bon couscous fait par mon mari, bien sûr. Nous qui ne savons pas cuisiner, là, nos maris cuisinent pour nous. Hein. On va faire comment? Déjà, papa dit quoi alors? Tu me laisses manger ou pas? Vos histoires que vous mangez en direct là. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis je mange du caviar. Je mange pas de sauce d'arachide. Aïe, aïe, aïe. Arrête. Tu m'embêtes. Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? Donc mon couscous que mon mari m'a préparé là, il veut venir te donner ça. Quand je l'épousais, c'était beau. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Et que surtout vous m'entendez. Isis, laisse-moi s'il te plaît. Je dis bonjour, après je vais arrêter rapidement et manger. Bonjour, quoi de neuf dans ce paysage? Qu'est-ce que vous avez de nouveau ici, de ce côté-ci? Il y a quoi de nouveau ici? Je vais lire vos commentaires et répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je lis vos commentaires et puis après, je réponds à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser. Quelles sont les questions que vous avez à poser? Comme ça, je lis vos commentaires et je réponds à vos questions. Comme vous l'avez pu le constater, depuis un certain temps, mes pages ont été signalées et restreintes par, je pense, ceux qui pensent qu'il faudrait que Facebook leur appartienne uniquement. On vous a laissé avec nous. On vous a laissé avec. Donc, les pages, toutes les pages ont été signalées. Et j'aimerais que certaines personnes essayent d'entrer en direct, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, pour voir si au moins les caméras fonctionnent. Parce que je pense que même les caméras ne fonctionnent même pas pour entrer en direct. Donc même les caméras ne fonctionnent pas. Voilà. Donc je vais lire vos commentaires en nous sommes à quel mois? En mars. Et essayer de répondre à vos questions. Si vous avez des questions à poser. Je commence par ceux qui vivent en France. Donc vous qui vivez ici en France, sachez que le pays est complètement dans tous les sens. Par rapport à la réforme des retraites, je tiens à signaler que tous ceux qui ont voté pour Macron savaient
très bien qu'il devrait y avoir la réforme des retraites. Macron ne l'a jamais caché. Mais comme il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Macron, pas parce qu'ils voulaient le programme de Macron, mais tout simplement parce qu'ils étaient contre Marine Le Pen, ben, du coup, c'est en train de leur péter à la figure, tout simplement parce que Macron est en train d'appliquer le programme qu'il avait dit, voilà, la retraite, repousser l'âge de la retraite. Alors, pour certains économistes, ils estiment que la retraite n'a pas de problème, hein, le régime de retraite n'est pas déficitaire, il ne sera pas déficitaire d'ici une vingtaine d'années et que c'est uniquement pour faire des économies. Certains estiment que Karine dit, j'ai averti qu'il ne fallait pas voter Macron. Mais M. Macron a été voté par près de 90% des personnes qui ont voté pour Macron. Ce n'était pas pour son programme, c'était parce que on votait pour Macron pour ne pas voter pour Marine Le Pen. Donc voilà le résultat que ça a donné. À force d'éviter les Le Pen au pouvoir, ben, on se retrouve avec une réforme des retraites à refaire et puis toute la ville de Paris avec des poubelles de partout, ça manifeste partout, ça crie de partout, ça casse de partout. Et puis nous avons le fameux 49-3. Voilà. Donc c'est quoi le 49-3? C'est pas antidémocratique, hein. Le 49-3 est dans la Constitution. Macron s'est rendu compte que le gouvernement Macron, hein, Elisabeth Borne, elle s'est rendu compte bien évidemment avec le président Macron que il ne pouvait pas courir le risque d'aller au vote. Certains députés de la majorité, bon, qui sont contre, eux, ils voulaient vraiment aller au vote parce que c'est ça le rôle du député. Les députés sont élus pour voter les lois. Donc, eux, ils voulaient vraiment aller au vote et vraiment voter, mais par sécurité, il faut reconnaître que Elisabeth Borne et puis Macron, bien évidemment, ils ont senti que s'ils allaient au vote, ça allait aller péter là-bas. Et puis, vous savez comment ça se passe. Quand on n'est pas sûr que si on va au vote, on aura la majorité, que la loi va passer, ben, du coup, on est obligé de brandir le fameux 49-3. Voilà. Une fois qu'on a brandi le 49-3 sur un sujet aussi délicat, aussi sensible que les retraites, ça fout le bordel que vous voyez que ça fout là, et puis ça radicalise les opposants, à la réforme des retraites, et ça devient ce que vous voyez là. On parle de la France partout, dans tous les pays étrangers, même jusqu'aux États-Unis, on parle de ce bordel. La grève des éboueurs de Paris, je vais vous montrer chez moi ici, c'est très propre, hein, parce que il n'y a pas de grève des bois de Paris. Donc ici, là, c'est pas, nous ne faisons pas partie des zones. Sachant que même dans Paris, c'est pas tous les arrondissements qui sont touchés. Il y a des arrondissements, pour ceux qui ne savent pas, Paris a 20 arrondissements. Donc il y a des arrondissements qui sont, qui utilisent des sociétés privées. Et dans ces arrondissements-là, il n'y a pas de poubelle, tout est propre. C'est même très rare, mais le 18e arrondissement, le 18e arrondissement est tout propre, il n'y a pas de poubelle. Une partie du 10e arrondissement également, il n'y a pas de poubelle. Mais le 8e arrondissement, alors là-bas, c'est la catastrophe. L'arrondissement des Champs-Élysées, là-bas, c'est l'horreur. Les poubelles sont partout, partout, partout. C'est normal parce que cet arrondissement-là est géré par les éboueurs de la ville de Paris. Donc, du coup, ils sont en grève. Donc, du coup, voilà quoi. C'est les poubelles bientôt auront les tailles des immeubles, hein. Il y a le 15e arrondissement, c'est le bordel. Le 17e, c'est le bordel. En fait, il y a plein d'arrondissements de Paris comme ça qui sont gérés par les éboueurs de Paris et qui sont, voilà, qui sont dans tous les cas. Ah, coucou, Aris, tu es toute seule là-bas, hein. Tout le monde est de l'autre côté. Je sais pas. Tu es sur officiel, je pense. Voilà, donc on parle ici des éboueurs, hein, de tout ce qu'on est en train de trouver. Dites-nous ce que vous en pensez et surtout comment vous préparez votre retraite. Parce que le tout n'est pas de regarder les poubelles, de regarder comment ça se passe. Et il faut voir si vous êtes conscient de ce qui se passe et est-ce que vous êtes vraiment en train de cotiser pour votre retraite. Et c'est l'occasion jamais de penser
Vous savez, le Japon ne cotise pas la retraite. Hein. Comme on est là, chacun doit déjà réfléchir à comment envisager. Il y a le calcul de vos retraites qui arrive là pour celles qui ont travaillé. Après, pour celles qui n'ont jamais travaillé et qui ont exercé uniquement dans la pimenterie, là, c'est un autre débat. Mais sinon, celles qui ont travaillé normalement, elles ont leur calcul de retraite qui arrive généralement. Elles connaissent le nombre de trimestres qu'elles ont cotisé et puis voilà quoi. Elles vont toucher les retraites. Et puis maintenant, c'est clair que si on veut modifier l'âge de la retraite, elles sont plus concernées. En fait, celles qui ont... Il faut épouser un milliardaire. Ah, c'est pas... c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais tu sais, Natacha de Monaco a épousé un milliardaire. Donc, elle était déjà milliardaire. Maintenant, elle est passée à multimilliardaire. Mais ça n'empêche pas que Natacha de Monaco continue à travailler. Hein. Là, elle continue à travailler, continue à ses investissements et tout. Voilà quoi, même si on épouse un milliardaire ou un multimilliardaire, il faut quand même cotiser. Voilà, on ne peut pas figer sa retraite. En fait, celles qui n'ont pas travaillé, celles qui ont consacré leur vie à la pimenterie, on espère que la pimenterie leur a donné un très bon fonds qui leur permet de cotiser, d'avoir travaillé et épargné pour leur retraite. Celles qui n'ont pas travaillé leur retraite non plus, bon, on espère, hein, peut-être qu'elles auront l'ampoule rouge, peut-être. Leur retraite sera peut-être financée par leur ampoule rouge. On ne sait jamais, hein. Vous savez que on va parler de l'actualité de ce qui nous arrive sur la toile. Nous, on avait beaucoup cru à Didier et puis notre chère veuve, on espérait vraiment, on croisait les doigts pour que cette fois-ci ce soit la bonne parce que vous savez que notre veuve joyeuse était restée longtemps veuve. Et on s'est dit que quand elle a rencontré Didier, qui était multimilliardaire, qui est multimilliardaire, avec une piscine, avec un hôtel, on s'est dit, oh là là, on apprêtait déjà nos robes de mariage pour aller assister à la cérémonie. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, malheureusement. Et je ne sais pas quelles sont les dernières nouvelles, mais malheureusement, je pense que elle est littéralement en train de perdre notre poivre sel, comme on l'appelle notre Didier. Et puis, peut-être que la retraite à 100 minima avec lui dans l'ampoule rouge, ça ne sera pas le cas. Et si ce n'est pas lui, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Donc, essayez de vous travailler. Prenez conscience, soyez conscient que vous ne restez pas dans la trentaine, vous ne restez pas dans la quarantaine. Et il faut absolument commencer à réfléchir sur comment vous allez vivre une fois que vous serez en retraite. Voilà. Pour celles, toutes mes copines qui sont investisseurs immobiliers, au moins celles-là, elles sont à l'abri parce qu'elles se disent que bon, quoi qu'il arrive, nos différents loyers qu'on perçoit de nos locataires peuvent nous aider à nous en sortir pendant la retraite. C'est-à-dire que lorsqu'on a plusieurs appartements dont on a investi, bon, on peut utiliser les rentes locatives, c'est-à-dire nos loyers pour, pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir survivre pendant la retraite. Sinon, vous aurez des très petites retraites ou pas de retraite du tout. Moi, je vois beaucoup de filles qui sont assises sur la toile qui n'auront pas du tout de retraite. Et je continue à me poser les questions. Marie-Caroline, bonjour. Je continue à me poser les questions. Comment est-ce qu'elles pensent qu'elles vont s'en sortir, quoi? Parce que des gens vivent sans se dire qu'il y a des cotisations de retraite, il faut penser à sa retraite, il faut penser... Quand je vois le coût même, ne serait-ce que le coût le coût d'une maison de retraite, ça coûte cher. Hein? Des personnes âgées que vous voyez dans les maisons de retraite, c'est pas gratuit, c'est payant. Ça coûte cher. Et quand vous n'avez pas une retraite assez conséquente pour vous permettre ce luxe-là, je me pose beaucoup de questions sur les gens, comment ils vont faire pour s'en sortir, comment ils vont survivre. La Black Beauty, bonjour, j'espère que tu vas bien. Essaye d'entrer un peu par la caméra pour voir si mes caméras fonctionnent, vu que toutes mes pages ont été signalées. Bonjour la Black Beauty, je pense que tu me suis sur Events. Essaye d'entrer en vidéo sur Events pour voir si entrer en vidéo sur Events, ça fonctionne ou pas du tout. Donc voilà.
je disais, c'est très important de. C'est vrai que c'est pas des sujets qui peuvent plaire au Japon parce que les gens préfèrent qu'on parle des futilités, mais les sujets très importants. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent carrément dans un pays où on est en train de faire la réforme la plus importante de leur vie, mais ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas, ça casse partout, de partout. Les vrais Français, ou alors ceux qui cotisent vraiment, qui sont là et qui cotisent aux retraites, ceux qui travaillent, ben, ils sont intéressés, ils essayent de voir comment ce 49.4 va se passer, 49.3, excusez-moi, par rapport à la motion de censure. Je peux vous dire qu'il y a 2 motions de censure qui ont été déposées, mais je pense qu'elles ne passeront pas parce que certains députés, pour qu'une motion de censure passe qui vient après le 49.3, il faut avoir la majorité et certains députés, bien évidemment, de la majorité ne vont pas signer cette motion de censure. Donc, du coup, voilà quoi, les motions de censure iront à la poubelle et ne seront pas votées. C'est très important. Donc, la Black Beauty, bonjour. La Black Beauty, bonjour ma soeur est unique. Voilà. C'est très important, voilà. Pensez à votre retraite, pensez à votre avenir. Sachez que pendant la retraite, à un certain âge, vous êtes complètement diminué. Et si vous voyez toute la France qui est dans tous les sens, c'est parce que beaucoup de gens se battent pour ne pas repousser une fois de plus l'âge de la retraite, parce que les gens font des boulots, certains boulots sont très difficiles. Et les gens sont exténués, fatigués, arrivés à 64 ans, arrivés à 65 ans, en train de faire des métiers comme par exemple éboueurs. Vous voyez, les éboueurs de Paris sont en grève et les poubelles montent de partout parce qu'ils se disent que voilà quoi, ils vont pas porter les poubelles jusqu'à l'âge de 64 ans. Et il n'y a pas que l'âge qui compte, il y a aussi le nombre de trimestres. Il y a aussi le nombre de trimestres qu'il faut cotiser. Il faut cotiser un certain nombre de trimestres pour avoir ta retraite à tout plein. Sinon, tu auras que des clopinettes. Et ce genre de sujet, vous avez des gens qui vivent dans la France et qui ne vont pas s'intéresser à ça parce que, bon, ils se disent que le JAPAP va payer leur retraite. Le JAPAP ne peut pas payer votre retraite. C'est pratiquement impossible que le JAPAP. À l'heure, si, vous devez déjà chercher votre part de part Didier, peut-être qu'il y a la piscine et qu'il y a, je ne sais pas, l'hôtel aussi pour pouvoir vous accrocher et pour voir comment vous allez survivre pendant, ou bien vous accrocher à sa retraite, puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont malheureusement pas travaillé et qui ont estimé que les autres qui travaillent ou qui valorisaient le travail. Ah oui, je veux voir si ça marche, la Black Beauty. La Black Beauty a démontré, elle est sur Events, je pense, mais mes directs passent en simultané sur les 2 pages. Donc voilà, je vais voir si ça fonctionne parce que toutes mes pages ont été signalées et bloquées, hein. Comme vous pouvez le constater, elles ont toutes été. Ah, coucou, Black Beauty, comment Bonjour, ça va et toi, ma beauté? ah, Impossible d'entrer par Even. Even ne passe pas. ah, J'ai pas la possibilité. d'accord. Et là, tu es sur quelle page là? Tu es sur officiel. Oui, c'est officiel, oui. Oui, c'est normal parce que Events a été complètement bloqué. Et Voilà. Donc, on peut même pas faire de demande là-bas. C'est bloqué dans tous les sens. ah oui, Event a été bloqué, c'est pour ça que voilà quoi. Et donc là, Mm. tu es en page officielle. Ok. Oui. J'écris le sujet du jour. Franchement, c'est intéressant. Parce que les gens sont là, ils ne savent pas comment ils vont faire. La retraite, quoi qu'il en soit, c'est pas évident, hein. Il faut travailler en vrai. Non, il faut travailler, il faut cotiser. C'est très important de cotiser. Mais c'est très important. Quand tu regardes même les personnes âgées, il faut savoir que voilà, il y a des gens, par exemple, la Black Beauty, j'aimerais bien que tu participes à ce débat. Il y a des gens qui vont te dire que euh, investir dans l'immobilier, par exemple, ou alors acheter sa résidence principale, non, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Mais au fait, il faut qu'on se dise des réalités. La Black Beauty, mettons-nous tous à 65 ans. C'est Chacune clair. de nous, 65 ans, c'est quoi? Tu continues à faire le travail? C'est la question que je te pose. Si tu as 65 ans, tu fais les directs, est-ce que les directs cotisent ta retraite? Tu vis de quoi? Tu Mais pas vivras du de tout. quoi? Il faut qu'on Mais sache pas du tout. les gens vont vivre à 65 ans. Et puis, la moindre des choses, c'est que si au moins, arrivé à 65 ans, tu es déjà au moins propriétaire de ta maison,
ça t'enlève déjà une dépense. Un Ça gros t'enlève poids, ben oui, c'est quoi. un gros poids. Quand tu Ah oui, vas, ok, au moins j'avais acheté, pendant que je montais, je descendais dans la France, au moins j'avais acheté. c'est clair. Et ça t'enlève déjà le coût de la location. Or, Mhm. après, la Black Beauty, il faut qu'on se dise les vérités. C'est nouveau comme, Oui, mais c'est clair et net que celui qui n'a pas acheté, oui, parce que moi, je suis en train de te dire, je comptais même te contacter inbox pour qu'on en parle par rapport à l'achat, tu vois. Pourquoi? Parce que tu réalises que, OK, nous sommes dans un pays où on a la possibilité d'acheter. Peut-être d'avoir des crédits pour acheter. Mais tu voilà. n'achètes pas, tu es là, tu prends des locations, tu loues. L'argent que tu investis dans la location, là, tu t'imagines que si tu avais gardé cet argent et que tu avais peut-être fait un apport par rapport à un bien, mais demain, c'est toujours toi qui es la gagnante. Puisque dans 5 ans, si ça te dépasse, tu peux acheter, je veux dire, tu peux vendre et Tu- avoir et faire une belle retraite, quoi. Donc, pour moi, l'achat, c'est l'idéal, au fait. Non, c'est C'est des erreurs que nous, on commet. que parlons de nos 65 ans. À 65 ans, ça veut Mais dire tu que tu sais quoi, 65 ans, tu as encore la force. Est-ce qu'à 65 ans, on peut encore avoir la même énergie, la même force qu'on a? as l'argent du loyer à payer. Si tu avais acheté Non. avant, à tes 30 ans, à tes 32 ans, Bien sûr. oui, tu as ça à moins à payer. Parce que n'oubliez pas, les filles, à partir de 65 ans, toutes les maladies sont là. C'est Ne vous dites clair et net. pas la sécurité sociale va tout te payer, va tout te rembourser. Non, la sécurité sociale va payer une partie et puis après, tu ne pourras pas, tenir. Vous voyez les gens Bien qui se sûr. nous avons des petites retraites et tout, nous, on ne s'en sort pas et tout. Les retraités sont dans la rue. Les Bien retraités, sûr. pourquoi? Parce qu'ils ont des très petites retraites. Ils ont des petites retraites et c'est vraiment difficile. C'est Très vraiment difficile. difficile. Moi, je dis que si quelqu'un au moins euh, se retrouve à 65 ans et au moins a ce problème de loyer que je ne paye plus le loyer, ok, ça va. Après, tu vas voir des filles qui vont venir me dire, oui, mais Patricia, moi, je vais rentrer au pays. Mais tu vas rentrer au pays, Comment? que c'est là-bas que tu as acheté, que c'est là-bas que tu as construit. Oui, mais même si tu construis au pays, le problème c'est que même si tu as construit au pays, par exemple, tu n'es pas régulier au pays, tu fais comment? Le jour où toi tu veux rentrer, tu vas rentrer certes, mais avec un faible revenu, ça va être difficile aussi. Oh, si par exemple tu avais acheté ici et que tu décides de rentrer et que tu revends, voilà, on va donner la parole à Ariel. Bonjour Ariel Chou. Ariel Chou, bonjour. Sandra, je vais te répondre sur ton commentaire. Il y a un très beau commentaire de Oui, Ariel, Bonjour, on t'écoute. bonjour. Je monte parce que j'aime bien les directs comme ça. Je crois que Patricia aussi sait que j'aime bien les directs et Chou aussi. J'aime bien les directs comme ça. Donc, je salue déjà tout le monde. Hein. Je Yeah, suis en bonjour. pause là. Alors, j'ai vu le direct, j'ai dit je monte vite. D'accord. Donc, moi, mon problème, ça dit, je suis en train de me poser la question parce que vous êtes deux Françaises. Donc, Patricia D'accord. Chou, moi, je ne suis pas française en fait. Et puis, j'aimerais que vous me répondiez, je ne sais pas, que vous ça dit, éclaircissez sur certains points de la retraite chez vous qui fait débat et que moi, je vais te dire que chez nous, c'est même normal depuis des décennies et on pense même encore nous augmenter, quoi, en fait. Donc, je vois que vous êtes en train de, là-bas en France, vous êtes en train de contester à Du 60 ans, côté je de crois. l'Allemagne. 60 ans, hein? Non, Non, en France, Non, c'est quoi, 65 ou 60? Parce qu'il y a l'Allemagne et puis il y a aussi vous, non, hein? non, non, elle n'est pas de ce côté ni de 65. l'Allemagne ni de la France. En fait, elle veut juste avoir des informations Donc, sur le système de retraite ici du chez coup, nous. au niveau immobilier, voilà, sur le système de retraite. Parce que pas toujours, tu es en train de parler de l'immobilier. Moi, je veux savoir parce que j'ai aussi vu des articles chez vous qui disaient que, bon, vous pouvez faire des hypothèques, vous pouvez prendre des crédits d'hypothèque jusqu'à, je sais ouais, pas, jusqu'à 30 ans, quoi, en fait. Maintenant, on parle donc oui, quand tu as passé 30 ans. Tu prends donc l'hypothèque peut-être oui. de 20 ans ou bien 25 ans. Tout dépendra aussi du boulot que tu as. Est-ce que demain ou après-demain, tu ne seras pas licencié parce que peut-être ta boîte est en faillite? Comment est-ce que là-bas chez vous, quand il y a des cas comme ça, là,
Est-ce que la banque reprend la maison? Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que c'est très compliqué. Parce que vous allez à la retraite, je trouve que l'âge de la retraite chez vous est trop tôt. Parce que quand on parle de 50 ans et on parle de 55 pour 7 ans, c'est trop tôt. Parce que même si tu as commencé le travail à 18 ans, Patricia Chou, même à 18 ans que tu as commencé, tu as eu le temps de cotiser ta retraite en combien d'années? Sachant que la retraite, normalement, pour vivre en France, disons normalement pour certaines personnes, il faudrait Oui, mais déjà, avoir il faut cotiser pendant 40 ans. minimum. Aussi, il faut avoir une bonne retraite. C'est 40 ans, oui. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, comme maintenant, à l'heure actuelle, chez vous, vous partez à la retraite à 50 ans. Je crois les cadres, c'est 50 ans. Et puis peut-être que les ouvriers, il reste 50 ans. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour pouvoir avoir le temps de cotiser et mettre de côté. Maintenant, ceux qui sont propriétaires, qui sont encore sous le coup de l'hypothèque, du crédit de l'hypothèque, comment est-ce qu'ils font pour payer peut-être à l'âge de 50 ans, 55 ans? Comment ils font pour continuer à payer leur hypothèque alors qu'ils ne travaillent plus, ils n'ont que le revenu retraite? Donc, du coup, en gros, si vous voulez, moi je suis en train de généraliser, si vous voulez, en gros, je vais dire que le débat actuel là-bas chez vous n'a pas lieu d'être parce qu'on ne cotise rien, même en commençant le boulot à 18 ans, supposons, à 50 ans. Tu prends la retraite à 50 ans, 55 ans, si Dieu le veut, parce que s'il n'y a pas un accident de parcours ou bien de travail. Et quand tu encourages, quand tu expliques au niveau de l'immobilier en France, est-ce que tu tiens compte aussi de ces aspects-là, Patrichou? Sachant qu'il y a d'autres qui ont le boulot encore, je vais te répondre. Je vais te répondre. Déjà, avec... J'ai ma belle-fille, laisse tomber. Déjà, c'était à 60 ans. On a poussé à 62 et maintenant, Macron veut mettre à 64, voire 65 avec un certain nombre d'années de cotisation. Il faut cotiser ces trimestres. C'est-à-dire que tu peux avoir 70 ans. Si tu n'as pas cotisé tous tes trimestres, tu n'as pas une retraite à taux plein. Voilà, c'est ça. En fait. Excuse-moi, mais il n'y a pas des histoires de 50 ans, 55 ans. 50 ans, 55 ans, 55 ans, c'est le Cameroun. Ici, là, on n'est même plus. On était déjà dans les années Mitterrand, on était déjà la retraite à 60 ans. On est passé à 62. Et maintenant, Macron est en train de faire passer à 64, voire 65, avec un certain nombre de trimestres. Donc, pour ça, nous sommes clairs. Maintenant, je parle de oui, très clair. Sandra dit il faut être. Écoute très bien la phrase que je vais te dire. J'étais seulement en train de dire que si certaines personnes sont propriétaires, virgule, à l'âge de la retraite, ça les empêche, ça les enlève déjà une épine sous le pied. C'est-à-dire que ça les empêche déjà d'avoir le loyer à payer si elles sont déjà propriétaires. Je ne vais pas dire que chacune de nous doit être propriétaire, c'est l'idéal. C'est-à-dire que si tu es propriétaire et tu te retrouves à 65 ans, au moins, l'histoire qu'il faut payer le loyer là, au moins ça, c'est un problème à moins. Voilà, Sandra, j'espère que tu as bien compris. Sandra dit qu'il faut 42 années de cotisation pour une retraite. Pour une retraite à taux plein, il faut valider tous les trimestres. Donc, quitte à ce qu'il y a des entreprises. Sandra Rose, j'étais seulement en train de dire que chacune de nous doit être consciente. On est dans un pays où ça tape de partout. On est en train de parler des problèmes de retraite. Faut pas le JAPAP. Le JAPAP ne cotise pas. C'est même ma blague beauty. Le JAPAP ne cotise pas. Il faut motiver les filles. Mais le JAPAP doit t'apporter quoi? C'est juste un petit plus de détente. Hein. Tous les trimestres de cotisation. Vos retraites pour avoir ne sera pas. Mais si vous avez la possibilité d'être propriétaire, d'avoir payé tout votre crédit immobilier, alors ça vous fait ça en moins. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, je comprends parfaitement. Donc, je dis seulement que chacune de vous, franchement... Oui, c'est clair que Sandra Rose, tout le monde ne peut pas être propriétaire de toutes les façons parce qu'on n'a forcément pas les mêmes ambitions, les mêmes désirs. Mais toujours, si on peut encourager certaines personnes qui peuvent s'offrir ce luxe d'être propriétaire, pourquoi pas? Parce que c'est aussi une garantie pour ta retraite plus tard. Tu vois?
Oui, c'est juste un point. Ça dit que ça te fait que, et même celles qui se disent que, OK, notre retraite, c'est au Cameroun. OK, d'accord. Mais maintenant, si tu étais retraité ici, le jour de ta retraite, tu vends tout et tu achètes des maisons. Il y a des maisons qui sont déjà, qui se vendent au Cameroun déjà construites. C'est-à-dire que tu vends Bien tout ça, sûr. pas à toi et au pays, mais tu fais toujours ta retraite au pays. Tu fais ta retraite. Exactement, Sandra. Il y a des conditions pour avoir le crédit. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que imagine-toi, tu ne peux pas être, par exemple, interdit bancaire. Oui. Tu Maintenant, vas demander à quelqu'un de venir faire un truc, quoi. Ne vous inquiétez pas. pour avoir le crédit à la banque et il faut être crédible. Sandra Rose, c'est justement cette crédit. Chacun de nous doit travailler pour être dans ce type de conditions. Comme ça t'aide. Il y a des filles là que elles travaillent, elles ont tellement eu des conflits avec leur banque que justement elles ne sont plus crédibles. Elles n'ont rien foutu. Elles sont montées, elles sont descendues. Voilà. Donc, celles qui peuvent encore le faire, celles qui peuvent encore travailler, celles qui peuvent encore cotiser, celles qui peuvent encore, qui sont encore bankable, celles qui peuvent encore prendre des crédits immobiliers, organisez-vous pour ne pas être en conflit avec votre banque. Essayez de ne pas vous foutre en interdit bancaire. Travaillez dur pour avoir vos crédits bancaires. Et si vous avez la possibilité, organise un débat sur l'immobilier. Je viendrai avec plaisir. Ah, d'accord. Ouais, Sandra, je pense qu'elle ne sait pas que nous sommes sur officiel, en fait. Donc, peut-être qu'elle a envie d'entrer, mais elle ne sait pas comment entrer. Il faut sortir et venir entrer sur officiel. Sur le direct même qui est sur officiel, parce que il y a Donc, deux directs qui sont sur attends, officiel. je ne vous coupe pas les filles parce que j'ai écouté j'ai écouté une partie. En fait, chez vous, si j'ai bien compris, le départ de la retraite actuellement, c'est pas comme je parlais de 50, 55 ans. C'est 60 ans, c'est ça? Non, nous sommes même déjà à 62 ans. Et là, maintenant, Macron veut passer à 64, voire 65, avec 42 années de cotisation. Mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Surtout que je ne suis pas sûre, comme je continue à vous dire, il y en a beaucoup qui ont cotisé jusqu'à cet âge-là, grand chose. Et si d'autres ont pris certains crédits, parce que tu peux avoir le crédit de l'hypothèque, d'autres même d'autres crédits de consommation, d'autres crédits de plein d'autres choses, quoi, en fait. Donc, pour moi, le débat même là-bas chez vous, c'est que ce qui est en train de passer ne peut même pas avoir lieu. On doit même monter ça même à 65, 66 pour que les Français. Normal. N'oublie pas, le français me râlait pour tout. Ici, là, on va en grève ici. Non? Parce que chez nous, tu vois, par exemple, chez nous, les femmes et les hommes, on travaille la même chose dans 65 ans. Et ils nous ont dit que, vu la longévité, vu l'état voilà, les scientifiques disent qu'on va vivre plus longtemps. Et si on vit plus longtemps, ça veut dire qu'il va falloir cotiser plus pour pouvoir bénéficier d'une retraite confortable ou bien d'une retraite minimale. Donc, du coup, on est en train même ici chez nous de nous dire que si ça se trouve, ils vont commencer d'abord par les hommes. Les hommes vont devoir travailler jusqu'à 67. Mais actuellement, on travaille la même chose, 65 ans pour tout le monde. Femme, homme. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu aies des enfants à la maison, on ne regarde pas ça. On travaille la même chose. Vu l'égalité homme-femme, qui est très respectée ici, la l'égalité homme-femme est respectée. Donc, tout ce qui est retraite aussi, tout ce qui est boulot, ben, c'est la même chose. Donc, femme, homme, on travaille 65 ans. Ouais. Et quand tu calcules déjà à 65 ans, déjà, le taux que nous on a ici, tu commences peut-être le boulot à 24 ou 23 ans, ou alors, supposons 25, pour ceux qui ont commencé tard. Tu as quand même une belle retraite, jusqu'à 65 ans. Tu as quand même cotisé. Et là, c'est pour celles qui travaillent, hein. C'est pour les filles qui travaillent. Il y a des filles qui faut travailler. Il faut travailler, ma chérie. Il faut travailler, Pat. Comment tu es venu en exil, tu es venu chez les gens, tu ne travailles pas. C'est quoi ces histoires-là? Je ne comprends pas. Il faut déjà travailler. Et je parle du principe aussi qu'il y a même d'autres cas. Celles qui sont arrivées peut-être ici, elles ont passé 30 ans. Elles ont passé 30 ans, peut-être 2 ans de formation, ou alors, je ne sais pas, on va prendre les formations minimum 2 ans. Le temps de se former commence peut-être à entrer dans le milieu de travail à 35 ans. Oui. Et elle doit aller à la retraite à 65 ans ou bien 63 ans. Elle n'aura pas cotisé grand-chose. Donc, du coup, il faut travailler. Quand on arrive ici, il faut se former, il faut travailler. Il faut travailler, c'est très important. Pas suffisamment cotisé, elles auront une retraite, mais pas une retraite à taux plein. C'est ce que je dis, elles n'auront pas de retraite pleine.
Et encore, si elles n'ont pas de retraite pleine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas, dans tous les autres pays, ça veut dire que l'État va devoir, donc c'est les personnes qui vont rester au social depuis leur arrivée en Occident jusqu'à leur mort en Occident, parce que même en travaillant, elles n'ont pas eu le temps de cotiser assez. Donc, du coup, on va encore devoir les donner, l'État va devoir encore les aider. Mais est-ce que c'est une image aussi? C'est pour ça que j'ai dit, les directs que tu fais souvent sont très très bons parce qu'on peut toucher à tout. Moi, je vais reprendre les filles. Hein. Excusez-moi. Donc, Ariel travailler, il faut se former, il faut travailler, même si on n'a pas de retraite prête. Comme il a les directs et les machins, c'est pas ça qui compte. Je vais reprendre les filles, s'il vous plaît. Bisous, 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 bisous. Ariel Chou, ma belle petite, bye bye. Yeah. Alors, Rose. Oui, Coucou. bonjour. Ben, je laisse Coucou. l'antenne, je laisse l'antenne, je vous écoute, je suis là. Le débat m'intéresse, c'est pour ça que je suis montée. Pas toujours c'est que j'aime les débats comme ça, donc j'adore. Donc, je suis encore là avec vous. Franchement, il faut cotiser sa retraite. Il faut laisser les histoires qu'on regarde croqueuses de diamants, là où c'est croqueuses de diamants. Il faut cotiser vos retraites. Rose, bonjour. Bonjour, Pat. Bonjour, Ariel. Vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Ah, d'accord, merci. Pat, déjà, merci beaucoup pour ce direct. Hein. Il est très intéressant. C'est la première fois que j'interviens dans un direct. D'accord. Et bon, pour les retraites, honnêtement, je m'y connais pas au niveau de la France. Et même dans le pays dans lequel je suis plutôt dans le système international. Et nous, on a vraiment notre système de retraite qui est très différent de tous les autres. C'est vrai qu'on va à la retraite à 62 ou 65 ans, dépendamment de quand est-ce que tu as pris fonction dans le système. Pour ceux qui sont rentrés en fonction avant 2014, ils vont à la retraite à 62 ans. Et ceux qui sont rentrés après 2014, ils vont à 65 ans. Donc, c'est vraiment différent de la France et puis de tous les autres pays. Par contre, j'aimerais apporter aussi un petit plus dans l'investissement immobilier parce que ça, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, tu vois. Beaucoup de gens pensent que acheter un bien en Europe, c'est la croix et la bannière, ou alors au plus tard, quand on va à la retraite ou bien quand on veut rentrer au pays, on n'a plus la possibilité de payer, la banque va nous arracher la maison, on va se retrouver en train de crouler sous un crédit trop large. Moi, je pense que non. Je pense que non. Pourquoi? Parce que quand on vient d'arriver, c'est vrai, on n'a pas d'infos sur l'achat des biens. Mais après, quand même, du temps passé ici, on peut se renseigner. Et moi, mon expérience personnelle m'a permis de comprendre que tout le monde qui veut acheter peut se donner les moyens de le faire. Déjà, il faut sortir de tout ce qui est social. Quand on vient d'arriver, c'est vrai, on n'a pas de repères et tout, on peut. Mais après, on commence à bosser. Si tu bosses, que tes comptes sont assez propres, qu'il y a une certaine traçabilité et une certaine régularité dans tes dépenses et tes entrées, je pense que tout le monde peut se le permettre. Et puis, quand on va à la retraite à la fin, oui. La moitié de ceux qui sont arrivés, ben, du coup, ils sont accros au social. Donc, du coup, comment tu vas aller prendre un crédit quand c'est la CAF qui vit, quand ta principale banque, c'est la CAF, tu vis de l'allocation de ceci, l'allocation de cela, ben voilà quoi, il y a 90% des immigrés qui sont accros à la CAF, quoi. Leur vie c'est la CAF et tout ça, c'est clair qu'après, mais maintenant après tu devrais signaler l'importance d'acheter parce que pour certaines personnes ce n'est peut-être pas important. Est-ce que c'est important? Moi je rappelle encore que l'importance d'acheter, c'est qu'au moins au niveau de la retraite, à 65 ans, ben, quelles seront tes sources de revenus? Si tu as très peu de sources de revenus, et je rappelle encore cette phrase, et qu'au moins tu n'as pas le loyer à payer, pourquoi? Parce que tu es enfin propriétaire et que tu as remboursé tous tes crédits immobiliers et que voilà, ta résidence principale t'appartient. Mais ma chérie, c'est un point en moins. C'est un point en moins. Imaginez les gens tu es locataire à 65 ans, 68 ans, tu es locataire, tu as ton loyer à payer, mais à 68 ans, tu es aussi déjà fatigué. Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus avoir les mêmes sources de revenus. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui se disent qu'à 68 ans, tu vas commencer à marcher derrière tes enfants, que donne-moi l'argent. Tu vas commencer à agresser tes enfants, que donne-moi l'argent. Pourquoi? Parce que ben, tes enfants doivent te payer le loyer. Tu comprends un peu? Il y a certaines personnes qui vont te répondre que non. Tu vas habiter
pas habiter dans l'HLM, mais même dans vos HLM dans lesquels vous habitez là, vos loyers là sont donnés ou comment? Parce que même, enfin, j'ai jamais habité dans un HLM, mais je suppose que c'est aussi payant là-bas. C'est payant. Donc, voilà. Moi, je dis juste que à l'âge de 65 ans là, franchement, si dans nos sources de revenus, on peut s'épargner l'histoire qu'on appelle payer le loyer là, parce que en amont, je dis bien parce qu'en amont, on aurait investi en achetant sa résidence principale. Franchement, à 65 ans, on a d'autres problèmes, mais au moins, on n'aura pas le loyer à payer. C'est juste ce que je dis, hein. Maintenant, ceux qui vont parler du Patricia, Cameroun. c'est pas tout le monde à 63 ans qui aurait fini de payer son prêt. Mais là n'est pas de C'est pas problème. tout le monde. Ariel, Patricia, justement, j'ai fait un commentaire tout à l'heure où je disais le loyer, c'est la plus grosse dépense dans un foyer. Bon, moi, je prends mon cas, tu vois, parce que, tu vois, moi, particulièrement, quand je regarde mes charges, mon crédit immobilier me prend pratiquement la moitié de toutes mes charges, pratiquement. Alors, si à la retraite, j'ai déjà enlevé cette charge-là, mais je vis ma retraite tranquillement. Je la vis tranquillement. Je suis très d'accord avec toi sur ce point-là. Ariel qui pose un problème très important. Elle dit ceci, et ça c'est très important. Elle dit que ce n'est pas tout le monde qui, à 68 ans, aura terminé de rembourser son crédit immobilier. Mais par contre, si à 68 ans, si par exemple, mettons même que tu as acheté à 40 ans, et tu te retrouves à 68 ans, bon, de 40 ans à 60 ans, par exemple, ça te fait un crédit de 20 ans. Excuse-moi, si tu as même emprunté à 40 ans, à 60 ans, tu as terminé de rembourser ton crédit. N'oublie pas qu'au niveau des prêts, on demande les revenus fixes, on demande les dépenses. Donc, la banque calcule déjà ce que tu gagnes avant de te donner sur 20 ans ou sur 30 ou sur 40. Non, je voulais rebondir là-dessus. Donc, si elle prend à 40, si on prend à 40, comme Rose dit, à 40, oui, la personne n'aura pas fini à 69, parce que tu ne connais pas le revenu, on ne connaît pas le revenu de la personne. Si la personne gagne peu et la banque estime qu'ils ne peuvent pas s'engager dans un crédit sur 20 ans avec la personne et qu'ils préfèrent faire sur 30 ans ou 35 ans. Tu vois? Voilà, très beau problème. Laisse-moi maintenant m'exprimer. Si tu as pris à 40 ans, si tu as pris un crédit à 40 ans, je tiens à signaler que le direct, c'est vraiment pour les filles qui travaillent. On est en train de parler des travailleuses. Ceux qui sont venus sauter dans la France et estimer que le Japap va changer leur vie. Le Japap n'a jamais changé une société. Moi, je parle vraiment de celles qui travaillent. Je recommence encore. Celles qui prennent, par exemple, au pire des cas, un crédit immobilier à 40 ans, par exemple, et qui, selon toi, par exemple, à 68 ans, n'a pas terminé de rembourser son crédit immobilier, mais qu'est-ce qui l'empêche à 68 ans de vendre toujours elle peut toujours vendre son crédit immobilier, ça lui fait une coquette somme avec laquelle elle va aller s'installer au Cameroun, avec acheter une maison déjà construite et toujours vivre sa retraite. Parce que mais le problème, c'est que ça dépend où la personne va acheter. Est-ce que là où la personne a acheté sa maison, est-ce qu'il y a eu les infrastructures qui ont permis à ce que la maison prenne de la valeur? Et maintenant, en vendant, pourquoi payer donc un crédit hypothécaire pendant 30 ans, pendant 20 ans, pour pouvoir revendre le bien? Normalement, le bien, on s'est dit qu'on veut le garder, voire même léguer à nos enfants. Donc, je trouve que, en gros, si tu le revends, tu n'es pas sûr que tu seras gagnant. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais tu risques de même pas être gagnant parce que regarde le nombre d'années que tu as déjà payé avant. Parce que tu n'arrives plus à payer, il te reste quelques années, tu es tombé malade ou bien tu n'as plus les forces pour continuer. Tu te retrouves en train d'être obligé de vendre la maison. Donc, en fait, non, je ne sais pas si tu es gagnant. Et maintenant, est-ce que la maison, entre-temps, a pris de la valeur? Parce que ça dépend des zones et des secteurs et des endroits où la maison a été achetée. Bon. Parce que si la maison ne prend pas de valeur, tu vas la vendre comment? À perte? Et tu auras payé la banque pendant 25 ans, 26 ans? Bon, très bon problème que tu poses. Franchement, pour être honnête avec toi, avec le coût de la vie et l'évolution du coût de la vie, désolé de te dire ça, mais c'est pratiquement impossible qu'en 20 ans, ta maison n'ait pas pris de la valeur. Honnêtement, je préfère te dire ça. Moi, voilà quoi. À moins qu'on entre sur une des guerres mondiales,
Si tu as acheté il y a 20 ans, c'est forcément à moins qu'entre-temps, entre 20 ans, peut-être qu'il y a eu une guerre mondiale ou il y a eu un crack boursier ou bien je ne sais pas quoi. Même comme la Russie a attaqué l'Ukraine et qu'on sait ce que ça a donné, le coût de l'immobilier continue à évoluer. Donc, je pense qu'après 20 ans, ta maison aura quand même pris de la valeur. Quoi qu'il en soit, si tu estimes que après 20 ans, par exemple, tu te retrouves à 68 ans et il te reste encore peut-être 8 ans de crédit immobilier que tu n'arrives pas à rembourser et que tu ne peux pas rembourser, ton capital, au moins que tu as déjà remboursé, c'est déjà au moins pour toi. Et là, je dis que oui, tu peux revendre ta maison, soit avec ce capital-là, acheter une maison toujours plus petite. Tu es toujours plus gagnante. Si tu as acheté, je ne sais pas, une grande maison que tu n'as pas terminé de rembourser, peut-être qu'il te reste 8 années de cotisation et que dans les 8 années, tu te retrouves à 68 ans et que, je ne sais pas, que tu es à la retraite, tu n'as plus de moyens financiers. OK, mais tu peux revendre. Le capital, lui, il reste. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, comme tu dis, à part si vraiment il y a un truc mondial, comme tu dis, il y a un truc mondial. Mais ça aussi, quand on va acheter, quand on s'engage dans l'immobilier, c'est comme le jambo, comme on dit au Cameroun. Hein. On ne sait jamais les années à venir. La preuve en est qu'au niveau des prêts hypothécaires, ça peut varier. À l'année où tu as pris peut-être le crédit hypothécaire, il était à 2-3%. Et puis les années qui viennent. Et actuellement, on vit une grande crise actuellement des banques. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont peut-être eu les crédits de taux hypothécaires, peut-être à 3%, malheureusement, dans les prochains mois, on va peut-être dire que maintenant, ça va aller à 5 ou bien 5,5. Et tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui seront coincés au niveau des remboursements de leurs prêts hypothécaires. Ouais, ma chérie, tu vis dans quel pays? Aux États-Unis, les taux ne sont pas fixes, mais ici, chez nous, en France, les taux sont fixes. Ton crédit immobilier. D'accord, les taux sont fixes chez vous. D'accord. Non, chez moi, les taux ne sont pas fixes, en fait. Nous, on ne veut pas la crise des subprimes ici. Hein. Nous, on n'a pas les taux variables. Hein. Je veux que le taux varie. Non, les taux ne sont pas fixes, en fait. Les taux ne sont pas fixes. Pourquoi? Parce que c'est pour ça. C'est super dangereux. Si les taux sont variables, c'est super dangereux. Et on va se retrouver avec... Donc, votre système est peut-être meilleur d'un côté parce que le nôtre c'est pas un taux fixe. Donc, c'est plus avantageux aux banques. Ce qui fait que quand tu deviens propriétaire, tu es presque obligé d'être sûr que tu vas honorer ou bien même si les taux varient, tu vas pouvoir garder ta maison. Sans autre, il y a la banque qui va se mêler et puis qu'à un moment, il va falloir que tu vendes. Et que si tu es même un mauvais payeur, la banque va carrément te prendre la maison. Donc, c'est très différent. Donc, chez vous, vous avez un meilleur système alors. C'est bon. Oui, bonjour tout le monde. C'est ma première fois d'intervenir dans un direct. Ce que la dame là parle ici en Europe, c'est pas comme ça. Moi-même, j'ai plus une maison. Donc, quand on prend le crédit, ça veut dire. Non, je ne vis pas en Europe, madame. C'est pour ça que je pose toujours les questions à part. Quand on prend un crédit, ça veut dire, on calcule tout, mais vous avez un taux par an que vous allez verser. Oui. Total. Donc, ça veut dire, si vous avez 3 500, vous versez seulement 500 tous les mois, par exemple. Mais à la fin d'année, vous pouvez reverser 5 000 €. Et vous avez fait un crédit peut-être pour 10 ans. Pendant 10 ans, le taux reste la même chose. Ce n'est que chaque 3 mois que vous payez les taxes de maison. Et chaque 3 mois qu'il y a les taxes de maison, donc on ne voit pas si la personne peut même changer même le contrat. Vous pouvez tout partir dans une banque et on change tout. Parce que ici en Allemagne, ça se passe comme ça. Si vous avez eu déjà payé à 10 ans, et vous avez fait 15 ans, vous pouvez encore repartir dans notre banque, pas seulement dans la banque où vous avez acheté la maison. On peut encore refaire un autre crédit avec un taux encore plus bas. Oui, ça s'appelle. Les banques font souvent ça. Tu as le droit, tu as la possibilité. Si tu veux négocier ton crédit, il y a des banques qui rachètent ton crédit que tu as déjà avec un taux un peu plus bas. Plus bas. Donc, la personne qui gagne, la personne qui achète toujours la maison en Europe est toujours gagnant. Même en travaillant, même tu payes toujours tes frais pour le moment trop bas et tu économises aussi.
gravement que d'avoir une maison de 1500 €, 800 €, 900 €, c'est les pertes Mais quand ça la personne veut dire ça veut dire que c'est que Patricia a dit depuis sur Internet. Toutes les personnes qui vivent en Europe et surtout en France, vous devez être des propriétaires. Parce que pas seulement apparemment, en vous n'avez France, pas de stress, en fait. je ne Vous n'avez suis pas pas en de France, stress. je suis Là, en moi, je suis là, Allemagne. je suis en train de stresser. Oui, Suite je à sais. ce qui se passe avec UB, avec les banques et tout, aux États-Unis et tout. Ici en Allemagne, c'est la même chose, presque comme la France, parce que si tu payes la maison en 10 ans, si tu as 10 ans en Europe, tu es une perdante parce que tu pouvais prendre une maison au moins du prix et en 15 ans, 20 ans, tu es un propriétaire, tu continues ton... Ma chérie Ariel, tu sais quoi, hein? C'est dans votre pays-là que vous êtes venu nous déverser la coupe des subprimes en 2008. Hein. Donc, Mais on continue de payer ça. Est-ce que tu sais que Pat, ça n'a pas passé? On continue de payer ça. Et là, voilà encore une autre grosse vague qui arrive. 2 banques qui sont à genoux et qui, indirectement, il y a certaines banques européennes qui vont être, qui vont être très, très touchées aussi. Donc, ça veut dire qu'on va dans le deuxième subprime, quoi. Donc, du coup, c'est le stress, c'est la panique. Donc, chez vous, si moi j'étais chez vous, c'est que j'ai plein d'immeubles partout. Parce que votre système vous permet de prévoir. Et si les taux sont fixes, mais c'est encore meilleur. Parce que si les taux sont fixes, ça veut dire que même si la banque trouve les difficultés, ce n'est pas impacté sur les clients de la banque ou bien de l'assurance. Parce que ici, on peut aussi faire ça en assurance. la crise des subprimes, ça a été très dangereux pour les États-Unis parce que les Américains ont beaucoup perdu leur maison. C'est normal. Vous avez des taux variables. Nous, ici, on a les taux fixes dans les crédits. Et ici en Allemagne, si vous êtes malade aussi, si vous tombez malade, comme vous venez de parler, là, l'assurance, parce que vous avez une assurance chaque année que vous payez. Oui. Donc, ça veut dire si vous tombez malade, l'assurance va prendre totalement votre frais. Il doit payer. Alors, si tu meurs avant, tu as toujours l'assurance de maladie, de mort, tous les assurances qu'on paye. Ça veut dire si quelque chose t'arrive, on va baisser l'argent à tes enfants et la maison va rester toujours chez vous. Mais pourquoi vous êtes là-bas en Europe, vous n'êtes pas, vous êtes dans d'autres sont dans des H&M. Les autres, n'importe qui sait pourquoi elle est venue en Europe. Mais dans les H&M, mon Dieu. N'importe qui sait pourquoi elle est en Europe, donc on ne peut pas forcer tout le monde. D'abord, n'importe qui doit être responsable de ses actes. C'est ça le problème. Si on est quitté du Cameroun pour l'Europe, ça veut dire que nous connaissons, il y en a qui dénigrent les autres qui ont acheté en Europe, mais ce sont les... Je ne sais même pas ce que je peux dire, donc c'est ça. Mais comment elle s'appelle? Ariel, tu sais, l'Europe, celle que toi tu regardes, en fait, celle que toi tu crois regarder ici, il y a une grosse politique de fainéantise. Hein? Donc, tout le monde ne s'est pas intégré de la même façon. C'est ce que je constate en fait, parce que ça fait depuis quelques mois que tu parles, et je constate vraiment qu'il y a un décalage en Europe entre nous compatriotes, quoi, parce que votre système même déjà est différent, parce que chez nous, je ne vois pas quelqu'un qui va rester toute une journée sans bosser, quoi, à rester toute une journée sans travailler. Je ne sais pas comment tu vas vivre. Mais il y en a qui restent, l'État paye tout, donc. Voilà. Oui, mais c'est parce que les États là-bas chez vous sont généreuses. Elles sont très généreuses. Oui, c'est ça, non, ça rend trop les gens finances, tout ça, parce que les autres se disent, oh, on va payer les taxes, on va faire ceci, oui, mais c'est en injuste, oubliant que c'est les retraites de demain. Non, c'est injuste, parce que les gens qui vont travailler, en fait, c'est eux qui payent pour les personnes qui restent à la maison, mais c'est généreux. Moi, je vais venir, Pat, il faut me trouver toute la base, je viens vivre. Mais le problème, c'est quand vous gagnez quoi, quand vous restez à la maison, rien. Non, quand tu mais pas quelque chose, là, je viens. Quand tu serais vieille, alors, il y aura l'assurance. Quand si tu as mal à la dent, tu vas faire comment? L'assurance ne paye pas les histoires des dentistes ici. Donc, il y a les choses comme tu ne travailles pas, tu ne peux pas aller prêter l'argent à la banque, une somme vraiment qui peut t'aider. Mais la douce, toi, tu es en Allemagne, hein? Oui, toi, tu es en Allemagne, c'est ça? Oui, je suis en Allemagne. Donc, c'est encore peut-être différent que la France. Peut-être en France, ils ont ça gratos, hein? Moi, je fais mes valises, j'arrive en France. Ici, il n'y en a pas. Donc, ici, on paye quand même, on paye. Mais c'est toujours mieux la personne qui travaille. Quand tu travailles, c'est plus mieux. Donc, les gens qui restent à la maison, je ne sais pas pourquoi ils sont même venus faire ici en Europe. Ils pouvaient rester au Cameroun, si c'est déjà possible. Non, mais franchement,
le système américain est complètement différent. Hein. Le système américain, c'est un système très risqué. Et puis, il faudrait le dire, la France s'est battue pour avoir cette politique sociale. Le système social aussi français est très fourni. Et puis, voilà. Et la France aussi paye les conséquences de ce système français. La preuve, c'est que, voilà, même quand il faut faire les réformes des retraites, ça casse de partout, ça boude de partout parce que le système social français a été un système, un système large et assez généreux. Ariel qui voulait dire quelque chose. C'est pas tellement Rose. Oui, oui, Pat, merci. Je dis que le système social est tellement généreux en France qu'aujourd'hui, les gens se sont laissés entraîner dans la fainéantise. Parce que quand quelqu'un se lève un beau matin et puis te dit c'est pas tout le monde qui peut acheter une maison en France ou alors un appartement, c'est pas tout le monde qui peut faire ci, qui peut faire ça. Mais non, tout le monde peut le faire. C'est juste qu'il faut se décider de sortir dans ce système-là. C'est tout. C'est pas sorcier. Et en France, bon, pour y avoir été quelques fois, j'ai vu des gens qui faisaient leur pendaison de crémaillère parce qu'ils avaient eu une maison HLM, un appartement HLM. J'ai dit, mais je rêve ou quoi? Le HLM, les gens prennent la crémaillère pour un HLM? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils achètent? Mais tu comprends que la logique, elle est tout autre, quoi. Les gens sont dans un autre monde. Ils sont plongés dans le système. Je vais faire mes enfants à la maison et l'État va me payer. Voilà comment les gens vont réfléchir. Et ces personnes-là, qu'est-ce que tu vas leur dire après? C'est normal que si on dit que à 60 ans, qu'ils continuent de payer les loyers ou alors à 70 ans qu'ils continuent de payer les loyers, ben ils vont râler, c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas travaillé. C'est vrai que moi, je ne suis pas pour qu'à 60 ans, on paie le loyer parce moi, je pense qu'il faut être propriétaire bien avant parce que c'est la chose à faire. Merci. C'est la meilleure chose à faire oui, bien sûr. Je suis propriétaire, donc je ne peux pas encourager quelqu'un, même qui vient d'arriver, de ne pas être propriétaire. Même à mes enfants ici à la maison, je leur dis, les histoires de location, j'y ai été, je me suis cassé le cou, mais je ne vous laisserai jamais. Vous sortez de ma maison avec les clés à main, au moins un T2. Et puis, il y a la sœur Ariel qui disait, ça sert à quoi d'acheter si après il faut revendre? C'est nous, les Africains, qui pensons que quand on achète, c'est pour mourir là-dedans. L'Européen ou l'Occidental, lui, c'est que à 20 ans, à 21 ans, 22, 23 ans, j'achète mon premier bien. Même si c'est un studio, même si c'est un appartement d'une chambre, de 2 chambres, j'achète d'abord. Après, je vends. Et après, quand le bien a pris de la valeur, je vends, j'achète plus grand. Et voilà comment je commence à me constituer. C'est nous qui prenons mal la chose. Nous, on achète, on dit on est venu s'asseoir. Voilà, c'est ça, c'est notre héritage, c'est notre, je sais pas trop quoi. Mais non, on a tout pour moi-même, je l'ai fait parce que là où j'ai acheté, je ne compte pas partir. Mais j'ai compris que c'est pas le meilleur pacte. Tu vois, il faut acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Si à l'âge de la retraite, on n'a pas fini de payer son crédit, bon, on vend. Ce qui est sûr, on aura de la plus-value. On va acheter plus petit si on veut vivre ici. Ou alors, si on veut rentrer en Afrique, on rentre avec son cash. Et on va acheter. Et moi, je conseillerais même aux gens je conseillerais même aux gens de construire ou d'acheter leurs biens au pays. D'accord. Je vais descendre, s'il vous plaît. Bonne journée. Bye bye. Bye. Bonne journée, Ariel. Moi, je conseillerais même les gens qui veulent rentrer au pays à la retraite de construire ou d'acheter à quelques années près de la retraite, pas avant. Parce que moi, je pense que si on construit maintenant, on a le jeune âge, on a la quarantaine, on a la trentaine, on va voir, on va faire des duplex, des triplex et tout. Mais est-ce que cette maison-là, elle nous sera vraiment bénéfique ou nécessaire pendant la retraite? Est-ce qu'on pourra vraiment y vivre? Est-ce que nos besoins à cet âge-là seront compatibles avec ce qu'on avait construit il y a 15, 20 ans? Je ne pense pas. Donc, moi, c'est ma façon de voir. J'achète ma maison en Europe. Est-ce qu'on pourra entretenir des grandes maisons aussi à la retraite? Parce que parfois, maintenant, on prend la retraite. Voilà, à un certain âge, il n'y a pas l'argent pour entretenir toutes les colossales maisons qu'on a faites. Hein. Tout à fait.
tout à fait. Moi, Mhm. je suis vraiment contre ça. Je ne peux pas tirer sur les gens qui le font parce que chacun fait comme il veut ou comme il peut. Mais moi, si j'avais un conseil à donner par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas se précipiter à aller construire sa maison de retraite maintenant. On travaille ici, on se constitue pour plus tard aller le faire. Pas maintenant, on n'est pas pressé. C'est ici qu'on se constitue, c'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on passe, Et qu'on va passer la plus grande partie de notre temps. sachant que pour plus tard, on peut toujours utiliser le capital de notre maison qu'on aura acheté ici et là, revendre cette maison, utiliser ce capital-là pour justement aller, pardon, acheter sa maison de la retraite au pays pour ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés. Alors, je vais Tout à fait. rebondir sur un commentaire de Komeko Niala qui dit en matière de crédit, nous les étrangers, la banque nous complique trop en matière de crédit. Il y a ça, c'est un commentaire de Kameko Niala. Kameko Niala, ici sur ma page, on ne fait pas les victimisations. Ici sur ma page, Moi, on je ne fait pas les encore victimisations. Voilà, merci. Ici sur ma page, on ne fait pas les victimisations. Voilà. Déjà, j'étais étant camerounaise. Voilà. Donc, on ne fait pas les victimisations sur la banque nous refuse des crédits parce que nous sommes étrangers. Non, on ne vient pas écrire ça ici, là, pour la simple et unique raison que ça dépend de qui tu as fréquenté, ça dépend de comment tu t'es comporté. Si tu viens écrire ça, moi, je connais beaucoup de filles qui ont la nationalité camerounaise et qui sont toutes propriétaires ici, là. Ça dépend de quel type d'étranger vous fréquentez. Ça dépend de comment vous êtes, comment dirais-je, comment vous êtes intégré dans la société, dans le pays dans lequel vous vivez. Hein. Mais sinon, honnêtement, la victimisation ne passe pas. Il y a plein de filles, il y a plusieurs filles. Disent que les filles qui se sont intéressées, qui ont pris un autre chemin, oui, elles, les banques compliquent. C'est normal. Mais il y a combien de, il y a des jeunes filles ici là qui sont cadres ici à la défense. Hein. Elles sont camerounaises, elles sont propriétaires. Donc, les banques ne compliquent pas. Quand tu ne t'es pas mis quand tu ne t'es pas mis dans une situation compliquée, pourquoi voudrais-tu que la banque te complique? Voilà, si tu t'es pas mis dans une situation compliquée, dis plutôt que les étrangers ont l'habitude de se mettre elles-mêmes dans des situations compliquées avec leur banque et c'est tout à fait normal que cette catégorie d'étrangers, malheureusement, elles ont toujours des difficultés et puis elles ne sont pas crédibles dans les banques. Elles ne sont pas crédibles. Et ma C'est question, normal. Patricia, ma question, s'il vous plaît. En France, là-bas, les personnes qui sont au social, ils ont droit au crédit? Ils ont droit au crédit, mais de combien? Quelle est ta source de revenus? Je suis Non, pas mais sûre. le crédit, comme on parlait dans l'immobilier, ils ont droit au crédit pour investir dans l'immobilier. Non, parce que Vu que vous êtes généreux là-bas chez vous. non, on n'est pas généreux de cette façon-là. Le système social français est généreux, mais ça ne veut pas dire que les banques qui sont ici en France sont si généreuses que ça. Non, pas du tout. Tu te présentes devant un banquier avec un dossier. Bonjour, je veux emprunter pour acheter ma résidence principale. OK, pas de souci. La première question, c'est quels sont tes revenus? Mais si tes revenus, c'est je touche la location de parents, je touche l'allocation de petit enfant, je touche l'allocation de mère seule, je touche l'allocation de ceci, et je touche aussi le RSA ou le R quoi là, je sais même plus comment on l'appelle les aides là. Je touche aussi, il y a encore quoi comme aide là, l'aide au logement. Mais ma chérie, si tu fais la liste des allocations que toi qui touches au banquier, que tu veux qu'il te fasse le crédit sur quoi? Un crédit, c'est fait pour être remboursé. Il faut qu'on soit clair, les filles. Okay. Un crédit, c'est fait pour être remboursé. Non, c'est bon, alors, parce que vu la générosité, j'allais me dire, mais s'ils vont même jusqu'à payer, jusqu'à accorder le minimum de crédit aux personnes qui sont déjà en situation d'aide, c'est que c'est risqué. Les banquiers écrivent toujours un crédit vous engage et ne sont crédibles que les personnes crédibles. Je sais que c'est une tautologie, mais j'aimerais bien le dire. Pour être crédible, pour que vous voyez, moi, même pour entrer dans l'investissement immobilier avec autant d'investissements immobiliers que j'ai et autant de crédits immobiliers, mais excuse-moi, c'est parce que je suis crédible. On ne peut pas faire un bisou au banquier comme ça, que bonjour le banquier, ouais, j'ai vu un appartement qui me plaît là, je veux l'acheter, mais ma chérie, il faut être crédible si tu veux qu'il te fasse un crédit. Et pour être crédible, il faut te mettre dans une situation confortable, c'est-à-dire une situation crédible. Quelles sont tes garanties de remboursement?
Tu travailles où? Quelles sont tes sources de revenus? Donc, mes chéris, vous ne pouvez pas prendre pour source de revenus la CAF pour convaincre un banquier. C'est pratiquement impossible. Vous n'allez pas devant le banquier dire, ah ben ouais, j'ai l'allocation de petite enfance, j'ai l'allocation de... Tu viens citer ton nombre d'allocations que tu touches et tu veux que le banquier te fasse un crédit sur quelle base? Le crédit, lui, il te fait un crédit parce qu'il veut que tu rembourses son crédit. Il ne te fait pas un crédit parce que tu es belle et que tu sais faire le japap sur les réseaux sociaux. Non. Donc, pour être crédible en banque, il faut avoir travailler sa crédibilité et il faut travailler et il faut présenter au banquier des différentes garanties de remboursement de ce fameux crédit. Voilà. Alors, non, pas tout. Je parle d'un cas que j'ai assisté, accompagné. La banque a d'abord dit oui et après, ils ont refusé. Ils ont refusé. On a fait des démarches pour le savoir, le refus sans résultat. Ben oui, la banque peut dire oui, mais après, elle recalcule et elle voit que sur du long terme, peut-être soit ton travail, ta source de revenus, ton travail ne sera pas conséquent, soit voilà quoi. Donc, je rappelle encore à Kamek Konya. Peut-être la banque a refusé parce que peut-être, souvent, ils refusent aussi hein, quand tu as un emploi. Au moins, c'est dans les emplois que tu as, il n'y a pas un ou deux qui sont vraiment les emplois fixes. Voilà. Donc, si c'est les emplois qui remarquent dans ton passé de boulot, tu fais que des boulots de 6 mois, de 1 an, machin. Bon, ils peuvent avoir un doute là-dessus. Pas forcément, Ariel. Moi, je connais un couple hein, en France, parce que je vais parler de la France, qui gagne très bien. Le mari, il gagne très, très, très bien. La femme aussi gagne très, très, très bien. Ils ont 3 enfants mineurs. Ils sont allés demander le crédit à la première banque. La banque a dit non, c'est pas qu'ils n'avaient pas de revenus. Ils ont des revenus, mais ça, c'est le pouvoir discrétionnaire de la banque. Je vais l'appeler comme ça. La banque peut décider de ne pas t'octroyer de crédit pour une raison ou pour une autre. Tu vois? Et une autre banque accepte. Et moi, ce que je dis, le conseil que je donne souvent à mes jeunes frères ici, c'est que arrêtons de penser que la banque nous fait une faveur en nous donnant le crédit. Nous sommes le client. Nous payons la banque pour que la banque donne le crédit. Parce que les intérêts qu'on paye là, c'est nous qui payons, hein, c'est pas la banque. Donc, quand tu vas voir le banquier, mets-toi en position de force. Je dis, parle avec autorité pour que la banque sache que tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que ce que les banquiers font souvent, c'est qu'ils jouent sur notre psychologie. Ah, s'il te plaît, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. C'est vrai, il faut rester poli, mais tout en restant droit dans ses bottes. Genre, je sais que je suis le client. Et à partir du moment où tu parles comme ça à un banquier, le banquier te prend plus au sérieux que celui-là qui vient faire le beg, I beg. On ne vient pas supplier le banquier, hein. Parce que tout compte fait, c'est nous qui payons, hein, parce que les intérêts, là, c'est beaucoup d'argent. Les 2%, 3% qu'on paye, là, c'est beaucoup d'argent, c'est énorme. Oui, oui. Non, pardon? Non seulement les intérêts, il sait aussi qu'il peut... Oui, non seulement il y a les intérêts, il sait aussi qu'en cas de comment dirais-je, de non-remboursement, il a la possibilité aussi de saisir le bien. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, du coup, c'est toi le client. C'est toi le client, c'est toi qui t'engages et c'est toi qui t'engages à rembourser ton crédit tous les mois. Donc, du coup, et c'est toi qui viens lui demander parce que tu sais que tu as tes possibilités de remboursement, c'est-à-dire ton emploi ou alors tes autres sources de revenus. Donc, du coup, c'est à toi d'être aussi ferme parce que même les taux de crédit se négocient. C'est à toi aussi de... Et n'oubliez pas une chose, ce que tu dis est très important. Le banquier est commercial, hein. Le banquier est là pour vendre ses différents crédits, hein. Il est là. Donc, c'est à toi aussi de t'imposer et dire que non, moi, je veux ce taux-ci, baisse mon taux. Le banquier, c'est le marché. Tu dois discuter ton taux. Ce n'est pas que le taux qui te propose, c'est ce que tu dois accepter. Non, tu t'imposes, tu discutes. Et s'il ne veut pas, tu vas ailleurs. Parce que non seulement il y a les banques partout, il y a les courtiers par-ci, par-là. Il y a les gens dont le métier, c'est de négocier justement les taux d'intérêt. Il y a les gens dont le métier, c'est de négocier le taux d'intérêt. Donc, du coup, il faut vous mettre en position de force et puis essayer de faire le maximum de toutes les banques. Et je dis bien, la banque qui a votre compte bancaire n'est pas obligée d'être la banque qui vous prête, qui vous fait votre crédit immobilier de votre résidence principale, hein. Vous pouvez avoir votre banque qui a votre compte bancaire et dans lequel on verse vos salaires tous les mois, mais c'est pas forcément elle qui va vous donner le crédit immobilier, hein. Vous pouvez voir que c'est une autre banque qui peut accepter votre crédit.
Et donc, ne vous focalisez pas sur celle-là. Et bien évidemment, si c'est l'autre banque qui accepte, vous basculez tous vos salaires là-bas de l'autre côté. Parce que de toute façon, les banques parfois exigent que non. Si moi, je te donne le crédit immobilier, tu me ramènes tous tes comptes bancaires ici, tu fermes là-bas de l'autre côté. Ce qui est légitime. Ton salaire ne va pas tomber ailleurs. Et nous, on t'a donné le crédit immobilier ici. Donc voilà, c'était un nombre de choses que je voulais, dont je voulais parler. Et le sujet était beaucoup plus la conscience, que chacun de nous soit consciente que voilà, il n'y a pas que le JAPAP dans la vie, il faut aussi penser que chacun de nous aura 65 ans, chacun de nous aura 68, voire 70 ans, et que chacun de nous doit penser à comment est-ce qu'elle va faire pour survivre à cet âge-là. Si elle n'a pas Pour ces vieux jours, quoi, pour ces vieux jours. ces vieux jours et savoir que on peut passer 5 heures, 10 heures sur les réseaux sociaux, mais une chose est sûre, c'est que le JAPAP n'a jamais, le JAPAP n'a jamais développé une société, le JAPAP n'a jamais développé un pays. Les réseaux sociaux qui arrivent là depuis, on va dire, des 10, 15 dernières années-ci, c'est très énergivore, ça bouffe énormément d'énergie, mais il faut être sûr que quand les réseaux sociaux finissent de te prendre toute ton énergie, il faut être sûr que tu cotises pour ton avenir, tu cotises pour ta retraite. Parce que c'est bien beau, vous êtes tous sur TikTok, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Snapchat et tout ça. La cotisation de la retraite arrive à quel moment? Quoi, tu peux te retrouver avec des gens qui se tapent 10 heures de Facebook par jour. La vraie question est de savoir, après les 10 heures de Facebook par jour, voilà quoi. À 68 ans, tu fais quoi? Voilà. Donc, chacune de nous, celles qui nous suivent doivent être conscientes. Et j'en parle maintenant parce que c'est le sujet d'actualité en ce moment. On est en train de débattre à l'Assemblée par rapport au problème des retraites. Et puis, j'ai utilisé ce sujet d'actualité pour demander à chacune de nous qu'on fasse très attention par rapport à nos retraites. À la retraite, tu n'es plus jeune, belle et tout ça là, non. Il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. Avec l'alimentation qu'on a même déjà, à la retraite, tu arrives que ton dos est même déjà cassé. Tu vois là, tu es déjà épuisé, fatigué et tout, tu n'as plus toute cette force-là. Donc, c'est maintenant ou jamais de se focaliser sur comment je suis en train de cotiser ma retraite, comment je suis en train de préparer ma retraite, comment je suis en train de m'organiser et comment je vais faire financièrement. Et pour conclure aussi sur ce sujet-là, il y a des gens qui se sont dit que non, moi, comme j'ai accouché les enfants, à la retraite, je vais aller habiter chez chacun de mes enfants, toquer là-bas, chacun de mes enfants, que ouais, donne un peu l'argent à maman, maman a besoin d'argent et tout. Il y a des femmes comme ça qui se disent que ah, mes enfants vont m'aider après, mes enfants vont m'aider après. Non, on va se retrouver avec des enfants qui eux-mêmes doivent faire leur vie, eux-mêmes doivent voilà, penser à leur avenir. Et il faut toujours éviter d'être à la charge des enfants. Au pire des cas, on peut être à la charge des enfants, mais franchement, ce n'est pas parce que nous avons accouché que nous devons nous mettre à la charge voilà, de nos enfants et essayer de travailler nous-mêmes pour, pour ne pas mettre cette grosse charge-là sur nos enfants, quoi. Donc, voilà. Les filles, c'était juste comme ça un petit... C'est super, Pat. Moi, j'aime bien tes directs. C'est que ça fait depuis quand même, tu as disparu. Tu nous avais proposé plus de directs comme ça, c'est pas grave. Maintenant, pour notre JAPAP, nous, moi, je te propose, tu peux nous donner 5 minutes de notre JAPAP. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je t'ai vu dernièrement au pays, hein, et moi, je voudrais venir vers toi pour que tu me donnes certaines astuces, certains trucs. Mais moi, je ne serai pas ta concurrente, t'inquiète. Moi, je vais à l'Est. Donc, je dois t'approcher pour certains renseignements parce que au niveau de comment tu soignes, est-ce que tu as pu trouver les professionnels au Cameroun pour soigner tes bébés? Est-ce que quand ils ont un souci, et puis aussi au niveau des déclarations là-bas je ne sais pas, des sociétés, par exemple, agricoles et tout ça là, il faudrait qu'une fois, soit tu nous fais ça en JAPAP tout de suite, vite fait, tu nous survoles ça, soit tu programmes un JAPAP et puis tu m'évites et puis je vais te venir en privé parce qu'il faut que j'ai 2-3 trucs là en privé. D'accord. Ok, vous connaissez tous mes inbox, non? Oui. C'est Patricia, j'aimais. Donc, fais un peu le JAPAP du pays là. Je t'ai vu, tu as même multiplié, quadruplé même les bébés. Donc, moi, je n'étais pas connectée depuis là, donc j'ai loupé beaucoup de JAPAP. Ah, d'accord. Donc, je vais brosser ça rapidement, vite fait. Je dirais que il faut faire très attention à ce qu'on appelle investir au pays.
Les investissements au pays, chacune de nous sait ce qu'elle cherche. N'allez pas confondre celle qui investit au pays par passion, celle qui investit au pays pour gagner de l'argent, celle qui avait nos différents investissements. Chacune a ses raisons pour savoir ces 5 francs qu'elle met au pays. Moi, je dirais que je vis ici, j'investis ici en France et pas du tout au pays. Parce que ma base, c'est ici et je vis exactement, ça dit que je vis ici. Maintenant, les histoires qu'on appelle investir à distance, c'est-à-dire que tu es en France et tu as des activités à l'étranger, ça ne réussit pas à tout le monde. Je suis pas le type d'entrepreneur qui va venir vous vendre le rêve en vous faisant comprendre que vous êtes des filles de la diaspora, allez tout investir au pays, gérer vos affaires à partir du pays. Ce type de gestion qu'on appelle gestion à distance ne réussit pas à tout le monde. Et bien évidemment, très souvent, il y a la lecture de l'heure. On lit l'heure. Donc, il faut vraiment savoir ce que vous cherchez. Je fais partie de la catégorie des personnes, je vais vous dire plutôt que avant d'investir au pays, il faut être sûr que vous avez vraiment vos vraies sources de revenus dans le pays que vous vivez, c'est-à-dire soit en France, soit aux États-Unis, soit en Europe, peu importe. Là où vous vivez vraiment, ayez vraiment vos vraies sources de revenus ici. Après, maintenant, et ce n'est qu'un bonus, vous pouvez maintenant, soit par passion, soit par affaires, soit par investissement, investir au pays, mais avec une base et être sûr que vous avez déjà vos différentes sources de revenus ici. Parce que le pays peut être la recherche de l'AVC. Parce que quand je vais faire les directs en ce qui concerne le pays, je ne vais pas vous vendre le rêve. Au pays, il y a des arnaques, il y a des vols, il y a tout ce qui va avec, quoi. Donc c'est pas rose. Donc chacune de vous doit d'abord conserver tout son investissement ici, son travail ici. Et maintenant que tu as ta base, tu as ton travail ici, là mais après ce n'est qu'à toi. Maintenant, il faut faire attention à ceux qui investissent au pays, soit pour offrir une activité à leur famille, parce que tu peux ouvrir un commerce. Je te prends un exemple bête, je sais même pas, un salon de coiffure. Prenons un exemple bête, tu pars au pays, tu ouvres un salon de coiffure. Il y a plusieurs raisons. Soit tu as ouvert ce salon de coiffure pour offrir peut-être à ta soeur ou à ta cousine ou à ta nièce qui est au pays, soit tu as ouvert ça pour que c'est pour toi, mais en fait, c'est pour résoudre les problèmes. Quand on va te poser des problèmes au pays, tu vas dire que prenez l'argent du salon de coiffure. Soit c'est un cadeau et que tu ne vas plus jamais regarder ça, soit tu as investi pour vraiment avoir cet argent-là chaque mois et qu'il faut qu'on te donne l'argent-là chaque mois. Donc, vous pouvez constater que les investissements au pays ont des différentes raisons. Ce n'est pas les mêmes raisons pour tout le monde. Vous voyez, non? Soit que quelqu'un investit au pays parce qu'il veut peut-être donner une source de revenus à quelqu'un là-bas, à sa famille là-bas, que bon, ne me dérangez plus pour l'argent. Hein. Si vous avez besoin de l'argent, prenez l'argent dans le commerce que j'ai ouvert pour vous. Tu vois, non? Donc, tu peux constater qu'il y a plusieurs raisons différentes. Et parlant de l'agriculture et l'élevage et tout ça, voilà quoi. Donc, on va en parler de ça dans les différents directs, lorsque je vais souvent lancer les directs par rapport à ça. Donc, j'espère que la réponse te convient. Et la première des choses que je voulais dire, c'est que savoir pour quelle raison vous investissez au pays. On investit pas au pays parce qu'une autre investit au pays. On investit, il faut vraiment avoir des vraies raisons. Et lorsque vous avez travaillé sur vos raisons pour lesquelles vous investissez au pays, là, vous saurez comment vous prendre. Et puis après, vous n'aurez pas l'AVC. Parce que le pays aussi, c'est la recherche, la recherche passive de l'AVC. Et quand vous travaillez zen et que vous connaissez déjà les raisons pour lesquelles vous investissez, ben vous êtes tranquille, vous êtes cool et puis vous n'avez pas de stress de l'AVC en fait. Donc voilà, beaucoup de risques, oui, tout à fait. Alors la dame qui parle, je vais aller. Ok, voilà. Donc c'était un petit direct comme ça hein, pour parler de la retraite et comment que chacun de nous fasse attention et tout. Et on va pas s'éterniser dans le direct. Ma page Events est bloquée. Elle est complètement bloquée. Je pense que la page officielle aussi, Patricia Jumel officielle. Ceux qui me posent des questions me posent des questions en Messenger sur mes deux Patricia Gmail, mes Messenger Patricia Gmail, les deux fonctionnent. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi et puis beaucoup de courage dans votre travail, dans votre investissement. Chacune d'elles, certaines me suivent à partir de leur boulot, à partir de leur travail et tout. Mais moi, je mange un peu
Et puis après, je vais aussi bosser comme vous. Voilà, je travaille comme vous aussi. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.